Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10. Cette année ça a été très dur d'en sélectionner que 10, donc il y aura pas mal de rubriques dans cette vidéo. Il y aura la rubrique bonne surprise, la rubrique mention honorable et évidemment la rubrique top 10. En bonne surprise, qui n'est pas dans les mentions honorables, il y avait notamment le film Dream Scenario avec Nicolas Cage. Voilà, le film Dream Scenario avec Nicolas Cage. Moi, chaque année je regarde tous les films de Nicolas Cage qui sortent parce que je suis fan de Nicolas Cage et que j'ai envie de me taper une bonne barre et du coup je me regarde tous les Nicolas Cage. Et là en fait je me suis retrouvé devant un excellent film. Ma critique est sortie il y a quelques jours, n'hésitez pas à aller la voir. Et ce fut une énorme surprise, je m'attendais vraiment à Nicolas Cage au final. Énorme surprise, après il fallait s'y attendre, produit par Ari Aster. Et de base ça devait être lui qui devait le faire notamment. En bonne surprise il y avait notamment le film The Creator. Je m'attendais à rien du tout. Je m'attendais à un blockbuster classique de SF. Je me suis retrouvé devant un film très profond. Voilà, un blockbuster d'auteur, en fait, limite un blockbuster vraiment bien écrit, avec une très bonne esthétique. Et c'est le meilleur blockbuster de science-fiction que j'ai vu depuis Blade Runner 2049. En bonne surprise, j'aimerais aussi parler des Tortues Ninja. Le film Ninja Turtle Teenage Years. Pareil, je m'attendais à que dalle. C'est le but d'une bonne surprise, hein. Je m'attendais à que dalle et au final je me suis retrouvé devant un super bon film d'animation avec une bonne esthétique. On compare beaucoup avec Spider-Man, à juste titre, mais je trouve que la comparaison n'est pas vraiment juste. C'est un film qui a vraiment son esthétique, qui a des personnages vraiment très intéressants. Et j'ai adoré le voir, un film comme ça... typé enfant et au final on se retrouve devant un truc qui peut plaire autant pour les parents que les gosses, c'est super. J'aimerais aussi parler de Indiana Jones et le cadran de la destinée. Alors le film a beaucoup divisé, il y a eu énormément de critiques négatives. Moi personnellement je fais partie de ceux qui ont trouvé que c'était une super surprise. Certes il y a plein de défauts, mais en termes de Legacy Sequel, un truc qui sort 40 ans après le dernier, bon, ça fait pas 40 ans honnêtement, ça fait une dizaine d'années. Le dernier est sorti en 2011, je crois, le Indiana Jones. Et c'était une plutôt bonne surprise, c'était bien réussi, c'était fun, c'était divertissant, c'était une bonne aventure. En bonne surprise, j'aimerais aussi parler de Talk to Me, la main en français. Je m'attendais à que dalle. Je m'attendais à un film d'horreur random comme on en voit tous les ans. Et je me suis retrouvé devant un truc qui fait réfléchir, un truc qui fait ressentir des émotions, vraiment. En plus le film commence comme ça, c'est-à-dire le film commence comme un film d'horreur hyper classique. Et au fur et à mesure qu'il s'avance, ça va de plus en plus dans le... C'est un film d'horreur d'auteur en fait. Il y a aussi les Gardiens de la Galaxie 3. En bonne surprise, le MCU ça fait des années, et les films de super-héros en général, hein, ça fait des années que j'ai perdu espoir. Et au final, il y a eu du bon. J'aimerais aussi parler de Nicolas Cage, Sympathy for the Devil et The Old Way, que vous n'avez sûrement pas vu. Parce que y a que The Old Way qui est sorti en VOD en France, Sympathy for the Devil est même pas sorti. Je m'attendais à des films de Nicolas Cage classiques, des direct-to-video nanardesques, et au final c'était super. D'un côté on a un super thriller, Sympathy for the Devil, hyper haletant, qui marche super bien. Et de l'autre côté on a un western de vengeance, très axé sur les personnages, avec un Nicolas Cage touchant. Que dire de plus? J'aimerais aussi vite fait citer Evil Dead Rise, en bonne surprise, la série The Last of Us, et je pense qu'on peut passer aux mentions honorables. En mention honorable, j'ai mis Empire of Light, film hyper touchant qui va un peu dans tous les sens, mais franchement c'est super beau, l'esthétique est géniale, réussie, la photographie, ils ont pas eu l'Oscar pour ça et c'est très dommage. C'est un super film, Olivia Colman est super et tous les acteurs sont géniaux. Une super histoire d'amour, en plus ça parle de cinéma, quoi de mieux. J'aimerais aussi parler de The Whale de Darren Aronofsky, qui est hyper touchant, qui m'a beaucoup touché. Darren Aronofsky nous propose un truc assez différent, mais toujours dans son esthétique de d'habitude. Godzilla Minus One, qui était une hyper bonne surprise. J'aurais pu le mettre dans les bonnes surprises, mais j'ai préféré le mettre dans les mentions honorables parce que je l'ai quand même beaucoup aimé. C'est un film Godzilla qui va parler des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et du syndrome post-traumatique. Et limite utiliser Godzilla comme forme de métaphore du syndrome post-traumatique. C'est hyper intelligent et c'est grosse claque. Et pour un film Godzilla, je m'y attendais pas. Beau is Afraid, film de 3 heures qui passe super vite, qui est très compliqué à comprendre et qu'il faut plus essayer de ressentir pour mieux le comprendre. C'est un film à interprétation un petit peu,
même si il y a quand même toutes les clés dedans pour le comprendre. Je vous conseille de regarder une petite analyse de film à la fin de celui-ci. Leave the World Behind, ou Le Monde Après Nous. Film d'apocalypse, très différent d'habitude. Ici on parle de cyber-attaque générale. C'est un film super intelligent, super inquiétant, qui marche super bien dans son ambiance de A à Z. Wonka, super film pour la famille, j'en ai parlé dans ma critique hier, donc je vais pas plus m'éterniser. Asteroid City, film que quand je l'avais vu en salle, je n'avais pas tout compris, et m'a suffi d'une phrase pour le comprendre. Asteroid City, c'est apprécier le show, à défaut de le comprendre. Et j'ai une interprétation pour le film que je trouve assez logique et correcte. Ça m'a mis une claque quand j'ai enfin compris ce que racontait le film. En mention honorable, il y a également Yannick, un des meilleurs films de Quentin Dupieux, un de ses plus accessibles également. Film hyper touchant, et je m'attendais pas à être aussi touché par un Quentin Dupieux. Réalité m'avait quand même beaucoup touché, mais là on est sur un level assez au-dessus, je trouve. C'est limite l'antithèse de réalité, ce film-là. Un film qui a un vrai message, et un message hyper touchant et encourageant pour beaucoup de fans de cinéma comme nous tous. En blockbuster, il y a aussi Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Mission Impossible, c'est une saga, avant de la découvrir, je pensais que c'était une saga de films d'action simples, que tu poses le cerveau, etc. Pas du tout, c'est une saga de films super intelligents, à part le 2. Qui va de plus en plus dans la qualité. C'est une saga que je compare beaucoup à John Wick pour son intelligence. C'est des sagas d'action comme ça qui ont l'air de rien et qui sont hyper intelligents. Et celui-là en fait partie. Et c'est un de mes préférés, celui-là. Il y a aussi également John Wick chapitre 4 pour les blockbusters. J'en parlais, donc voilà, il est là. Spider-Man Across the Spider-Verse, super film d'animation. Tout le monde en a parlé. Je n'en ajoute pas plus. J'avais aussi voulu mettre dans le top 10 The Wonderful Story of Henry Sugar, donc le film Netflix de Wes Anderson, mais vu que c'est un moyen métrage et pas un long métrage, j'ai décidé de le mettre dans les mentions honorables, et j'ai décidé d'en parler quand même. Et enfin, les deux derniers films des mentions honorables, Élémentaire, le meilleur film Pixar depuis Saul, et After Sun, film hyper touchant d'une relation entre un père et sa fille. Ça me touche énormément, l'esthétique est géniale et pour un premier long métrage, c'est super. On passe au top 10. On commence avec le numéro 10. The Killer, j'en ai parlé sur ma chaîne il y a un mois, je crois, un mois et quelques. Donc le nouveau Fincher, qui n'est pas du tout un film mineur dans la filmographie de Fincher. Le dernier avant celui-là, c'était Manque, que j'avais bien aimé, mais que je trouvais qui était justement un film mineur dans la filmographie de David Fincher. Et The Killer est un film qui te met direct dedans, et c'est haletant jusqu'à la fin. C'est du grand cinéma, et c'est dommage qu'on l'ait pas eu au cinéma justement, parce que ça aurait été parfait, l'ambiance, tout est génial dans ce film. The Killer s'est adapté d'un comics, il me semble. J'en ai parlé dans ma critique, je vous renvoie à ma critique si vous voulez. Mais j'ai trouvé que c'était un film excellent, qui marchait super bien dans son ambiance, et qui m'a accompagné depuis, jusqu'à maintenant, depuis que je l'ai vu. Numéro 9. Suis-je cancel de mettre le Luc Besson dans le top 10? Je suis désolé, mais ce film m'a beaucoup trop touché. Je me suis pris une sacrée claque devant Dogman et je m'y attendais pas du tout. Parce que au vu des trailers, je m'attendais à un nanar, un truc pas beau, comme Arthur Malédiction. Et au final, je me suis retrouvé devant un vrai thriller psychologique, puissant, intéressant, qui a un vrai message. Et il n'y a même pas tant d'action dans le film, mais les scènes d'action sont hyper réussies. En fait, ça a été une telle claque, je m'attendais pas à autant, en fait. Caleb Landry Jones dans le film, c'est la révélation de l'année. Il est exceptionnel, très bon acteur. Malheureusement, il ne sera pas aux Oscars vu que Luc Besson est cancel, alors que toutes les plaintes ont été abandonnées, quand même, je tiens à le rappeler. Ce film a un personnage principal passionnant à suivre du début à la fin. C'est d'une grande puissance, et c'est un film émouvant, et je m'attendais pas à revoir ça de Luc Besson. C'est son meilleur film depuis, je sais même pas, énormément de temps. Numéro 8. Chaud.
Vermine de Sébastien Vanissek, j'en ai parlé très récemment sur ma chaîne, ça a été un des derniers films que j'ai vu de l'année. Une proposition de cinéma d'horreur comme ça, en France, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il est encore en salle, donc si vous voulez, foncez. Vermine, c'est juste super. Si vous êtes arachnophobe, faites un peu attention quand même. Et c'est hyper intelligent, ça te met dans cette ambiance et cette thématique et un film de monstre dans un HLM. C'est magistral, hyper efficace, c'est terrifiant et ça marche absolument bien de A à Z. Les créatures sont superbes, ils font même des petits bruits un peu comme les claqueurs dans The Last of Us. Vermine, c'était la surprise de l'année, je l'attendais depuis très longtemps parce que je savais que ça allait être excellent et j'ai quand même été surpris alors que je savais que ça allait être excellent. Numéro 7. Dear Lord, thank you for sending us Mr. Rongan. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. Une équipe de rêve, donc le nouveau Taika Waititi, j'en ai également parlé sur ma chaîne il y a pas si longtemps que ça. C'est le film qui m'a le plus fait ressentir d'émotion dans l'année et il est que numéro 7, donc c'est pour vous dire à quel point la suite de la liste est excellente. Une équipe de rêve, c'est un film qui m'a fait passer par plein d'émotions, beaucoup de rire, j'ai failli pleurer à la fin. C'était d'une beauté dont je ne m'y attendais absolument pas, je m'attendais à un film sur le foot, je connaissais même pas l'histoire de base pour vous dire, et alors que je m'en fous du foot, j'ai passé un super moment. Une grosse claque, voilà, on peut le dire. Taika Waititi, c'est quand même le réal des deux Thor, et les deux Thor sont quand même vachement moyens, voire mauvais pour le 4ème, mais il avait quand même fait Jojo Rabbit. Et là, je trouve même que ce film est meilleur que Jojo Rabbit. Numéro 6. I don't want to disappoint you. You do what your heart says you have to. Because you don't owe anyone your life. The Fabelmans, donc le dernier Spielberg, il n'a remporté aucun Oscar alors qu'il était nominé à beaucoup. Film qui a bidé aux États-Unis, je ne comprends pas pourquoi. Tous les films sur le cinéma ont bidé cette année. Le plan à la fin, le dernier plan du film avant le générique, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été un des plus gros impacts pour moi du cinéma cette année. C'est juste passionnant, ce mec a une vie passionnante. Et voir ce film, ça donne envie de faire du cinéma. On est vraiment pas loin d'un chef-d'œuvre et je pense qu'on pourra en discuter dans quelques années. Forcément, il y a une maîtrise totale de la mise en scène, on est dans un Spielberg. Le plan final est plein de sens. Une des meilleures conclusions de film que j'ai vu cette année, c'est vraiment une fin de film qui impacte quoi. Spielberg, c'est un des plus grands réalisateurs, il a plus rien à prouver et il nous pond ce chef-d'œuvre, quasi chef-d'œuvre. C'est magique, avec John Williams à la BO aussi également. Que dire de plus. Numéro 5. Mad God, un film qui a mis, je crois, 30 ans à être réalisé, un truc comme ça. Et bordel, qu'est-ce que ça vaut le coup. Un film en stop motion, magnifique, fait avec l'amour du détail. Pendant tout le film, je me demandais où ça voulait m'emmener, jusqu'à la fin, qui donne tout le sens du film. Et là, c'est la claque totale. Un film magnifique, terrifiant, et je vous laisse le découvrir pour voir de quoi ça parle, parce que j'ai envie que vous ressentiez la même chose. Que pendant tout le film, vous vous dites, putain, où est-ce que ça veut m'amener? Et vous vous retrouvez devant la fin, et que vous avez un vrai message puissant sur le monde et sur l'humain en général. Je suis dégoûté qu'il ait eu cette promo un peu désastreuse en France. Ça mérite toute votre attention et c'est génial. C'est le meilleur film d'animation de cette année. C'est un des films les plus inventifs de l'année avec le numéro 1 de ce classement. Et c'est juste génial. On a eu une super année en cinéma et on a eu plein de propositions géniales en termes de créativité. Mad God est un grand film à message et avec un univers à lui qui est monstrueux et puissant. Je vous laisse découvrir ça. Numéro 4. Can you find the wolves in this picture? Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Une énorme fresque de 3h26 sur l'Amérique et les Amérindiens
et la cruauté qu'il y a pu avoir à l'époque avec la puissance du pétrole. Sûrement ma plus grande séance de l'année, c'est le film le plus long que j'ai vu cette année, et c'est passé super vite, 3h30 ressenti, 2h, c'est passé super vite. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro sont magistrales dans le film, Lily Gladstone est aussi superbe, c'est la première fois que je l'ai vu dans un film. Killers of the Flower Moon, j'en ai parlé dans une critique il y a quelques mois, quand le film était sorti, et je savais déjà qu'il allait être dans mon top. C'est magique. Il n'y avait que Martin Scorsese qui pouvait le faire. C'est un film qui nécessite avoir les décennies d'expérience de Martin Scorsese pour le faire, quoi. Et ça se ressent tellement, ça se ressent que le bonhomme, il n'est pas là pour prouver, il est là pour montrer son héritage. Il est là pour poser les couilles sur la table, c'est énorme. Numéro 3. Bien sûr que j'allais mettre Oppenheimer dans mon top 10. Donc Oppenheimer de Christopher Nolan, le biopic sur Robert Oppenheimer. Que dire? C'est un film qui m'a laissé sans voix. C'est un grand film. C'est mon troisième préféré de Christopher Nolan, derrière Memento et The Dark Knight, évidemment. Et le succès qu'il a eu, c'est monstrueux. Il a fait quasi le milliard au box-office pour un biopic à moitié en noir et blanc sur Robert Oppenheimer, c'est dingue. Christopher Nolan, toujours à chaque fois qu'il sort un film, il fait de la promo en mode putain ce film, alors là, enfin bref, il se la raconte à max, mais il a le droit parce que putain, ça monte de plus en plus en puissance jusqu'à arriver au procès. Et là c'est juste merveilleux. C'est un film complet à 100% qui vous met une claque début, quoi. Numéro 2. It's the most magical place in the world. Babylone de Damien Chazelle, son film monument, sa grande fresque sur le cinéma des années 20, quand le cinéma est passé au parlant. Ça a été pendant longtemps mon film préféré de l'année, parce que c'est le premier film que j'ai vu de 2023, et dès que je l'ai vu, je me suis dit c'est impossible qu'il soit détrôné, de toute l'année. Même en sachant tous les films qui allaient sortir, je savais qu'il allait être indétrônable. Il a été détrôné par un film, dont je vais adorer vous parler, parce que vous l'avez sûrement pas vu. Babylone est un film d'une puissance telle, je le dis 400 fois dans cette vidéo, mais tous les films sont d'une puissance, m'ont mis une claque, et il y a des scènes hyper puissantes, mémorables, comme la scène où il pète un plomb dans le studio quand ça passe au parlant avec Margot Robbie, la scène bien sûr finale, la toute scène finale, fin de cinéma, mais merci quoi. C'est un film dont je voulais parler depuis le début de l'année, mais j'avais pas cette chaîne au début de l'année. J'ai commencé au plein milieu, enfin vers la fin de l'année. Mais c'est un film qui m'a accompagné toute l'année. Et je l'ai. Boum! Numéro 1. Le film le plus inventif de l'année, Skinamarink, ou The House en français, c'est un titre de merde. C'est un titre pas du tout original, The House. Pourquoi? Skinamarink, ça a bien plus de sens. Un film canadien, réalisé par un mec plein de rêves, et ça se ressent. C'est un film qui donne envie de faire des films. C'est un film qui a été fait avec 15 000 $, dans sa maison d'enfance, au réalisateur. C'est réalisé par Kyle... Alors j'oublie tout le temps son nom, Kyle Edward Ball. Voilà, Kyle Edward Ball. C'est juste un film d'horreur qui m'a ému, alors que c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur tellement inventif, il a divisé ce film. Il a beaucoup divisé, parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est un film un film qui fait que des plans des plans fixes pendant 1h40, mais c'est pas ça quoi. Derrière, il y a toute l'inventivité, toute la mise en scène. Ce que ça raconte aussi, c'est passionnant. C'est un film expérimental, enfin c'est le genre qu'on lui a donné. Mais je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est toujours tout comme ça avec les films à petit budget. Tu dois expérimenter, tu dois être créatif. T'as pas beaucoup de budget, tu dois faire avec ce que t'as.
Et là, c'est le film juste parfait dans ce domaine. Et c'est pour ça qu'il est aussi haut dans ce classement. Il m'a suivi pendant toute l'année, je l'ai découvert en avril. Il n'est pas sorti en salle en France, c'est dommage. Il n'a pas trouvé son distributeur. Mais il est sorti en Blu-ray en France. Et c'est une grande nouvelle. C'est un des films d'horreur les plus terrifiants que j'ai vus, les plus efficaces. Alors qu'il ne montre pas grand-chose. Et c'est ça la puissance. Et j'aimerais clôturer avec ça. C'est un film qui ouvre à la créativité et à l'imagination. Ça m'a fait rêver toute l'année.